À partir du moment où un homme entre en prison, une question se pose. Comment éviter qu'il y retourne? Ce film restitue l'intégralité du parcours de personnes mises en cause par la justice, depuis leur interpellation jusqu'à leur sortie de prison. Voilà, levé. Connu des services de police. Faut pas prévoir les comportements humains, ce serait trop facile. On t'écoute. Allez-y, rentrez. Comprenez-moi, non, on ne vous comprend pas, monsieur. Mais est-ce que vous avez qu'à imaginer que vous pourriez être déclaré coupable? Tout ce que vous direz sera vérifié. Comment vous vous sentez, votre situation actuelle et votre incarcération? Le couteau, vous pouvez en donner une description? Est-ce que vous avez déjà tenté de vous suicider? C'est pas facile de restaurer les liens quand on sort d'une incarcération. Fais ton pactage, t'es légal. Vous êtes en récidive légale, la peine plancher, vous en avez entendu parler. J'ai décidé de vous déférer en comparution immédiate. Alors le problème, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on va faire de vous, monsieur? Vous avez une pièce d'identité au moins? Vous n'avez aucun document sur vous? Bonjour. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. Ils m'ont arrêté une voiture devant et 2 voitures derrière. Mais j'ai déjà arrêté. Ils étaient nombreux. Oui. Et comme ils disent qu'ils ont marqué sur la dépêche, ils ont tiré une herse, mais je ne l'ai pas vu. J'ai mis les mains à travers la fenêtre de la voiture. J'ai attendu assis. Et après, ils m'ont pris, ils m'ont sorti, ils m'ont collé par terre. Et 3 pains dans la figure. 3 pains, c'est sans descendre de la voiture encore. Après, oui, après, Ah ils m'ont collé la tête contre le sol. Vous sortez, ils vous collent la tête au sol et ils continuent? Non. Non. Mais ils me laissent C'est au pas aux sol. États-Unis, mais on n'est pas loin, d'accord. Mais ils me laissent au sol. Peut-être parce que le premier, j'ai failli l'écraser. Ah, effectivement. Et comment ça, vous avez failli l'écraser? Parce que quand vous Mais quand les j'ai avez pris le vus et que vous avez rond-point, fait demi-tour, il y avait Non, des non, flics c'est sur quand le- je suis arrivé sur le rond-point, il s'est mis à la place du lampadaire, j'ai fait le tour du rond-point, mais ouais, il était devant, il s'est poussé. Heureusement, vous imaginez là? Bah oui, là j'aurais pris Pierre. Hein? Là je serais... Oui, non, mais au-delà de ça, vous imaginez? Vous vous sentez capable de vivre avec sur la conscience d'avoir blessé quelqu'un ou d'avoir non. tué quelqu'un? Et là, qu'est-ce qui vous a pris? Inconscience. Là... Je sais pas. Ça passe ou ça casse? Ouais, mais ça je vais pas sortir au juge. Non. non, il va falloir éviter, effectivement. Donc, mais bon, j'ai crié au gendarme quand même. J'ai crié, pousse-toi. Ah oui, non, mais... Mais il n'a pas entendu. Enfin, il s'est poussé. Non, je te mais- roule dessus. Ça Ouais. peut être pris comme une menace. Non? Donc on comprend un peu mieux pourquoi ils étaient un petit peu énervés à l'arrivée. Voilà. Enfin, Quoi? Non, vous trouvez pas? non. Non, parce que je ne l'ai pas touché. Enfin, Qu'est-ce que vous allez lui dire au juge demain? puis je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Je sais rien.
Déjà bonjour, c'est Oui, oui, après la politesse, ça oui. Mais après, je sais pas du tout. Il va falloir lui parler de vous, de votre projet, de ce que vous avez envie de faire, de votre avenir. Ben mon avenir... Vous en avez un, vous croyez? Avenir, je sais pas, déjà c'est surtout travailler, payer les factures, là, parce qu'elles vont commencer à s'en passer, ouais. Voilà, et reprendre une vie normale. Normale et calme. Ouais. Sur la prison, mais à la maison. Ce qui m'inquiète un petit peu dans votre demande, c'est votre rapport à l'alcool. Et je crains que demain, le juge ne vous interroge beaucoup là-dessus. Beaucoup sur l'alcool. Ça, je m'en doute. Vous y attendez à ça? Ouais. D'après vous? Ah ouais, c'est par rapport à mon dossier, donc, vu que ça a été tout le temps ça, les arrestations. Oui. Le travail, c'est pas forcément la seule barrière contre l'alcool, puisque peut-être un traitement médical ou psychologique à envisager par rapport à ça. Ça dépend, enfin moi c'est quand je travaille, je bois pas. C'est quand je travaille pas. C'est là aussi que on va dire je prends l'autre chemin. Oui, monsieur, c'est pas la première fois que vous êtes incarcéré. Non. À chaque fois, ou la fois précédente en tout cas, vous avez fait une demande d'aménagement de peine? Non, je connaissais pas. Et quand vous avez été rejugé, vous avez tenu le même discours qu'aujourd'hui? C'est-à-dire, je sais, j'ai compris, maintenant je sais le mal que je fais aux autres. Enfin, à mon jugement, avant, qui est très séduisant au demeurant. À mon jugement dernier. Comment? À mon jugement que... Attendez, le jugement dernier, c'est pour plus tard. Hein. Non, disons, au jugement précédent, qui a entraîné votre incarcération précédente. Oui. Vous avez tenu le même discours en disant vous savez, c'est fini, je crois que je sais. Non. Bon. Et qu'est-ce qui nous permet de vous accorder du crédit dans ce que vous dites? Quelle est la volonté que vous avez de suivre sérieusement une aide médicale? Parce que vous ne pouvez pas, si vous voulez, monsieur, je voudrais savoir, bon, il vous faut une aide médicale, parce que si vous voulez, en dehors d'être un délit, c'est quand même une maladie de boire. Non, c'est surtout pour comprendre pourquoi. Après, au-delà de comprendre, c'est pour que vous ne buviez plus, monsieur. Je sais d'où ça vient. C'est famille, donc après... Ah ouais, donc vous avez hérité ça? J'ai vécu là-dedans par rapport à mon père. Oui, ça c'est une explication. C'est très compliqué, mais après, je ne sais pas comment le dire. Quand vous cherchez presque un justificatif, ou une justification d'erreur, oh, mais on buvait chez moi, donc moi je bois encore, comprenez-moi, non, on ne vous comprend pas, monsieur. Parce que tout le monde finit orphelin, malheureusement. Et ce que l'on a eu avant comme mauvais exemple, si on peut parler comme ça n'est qu'une explication, c'est pas une justification. Comprenez, monsieur? J'espère que vous comprenez. Merci, monsieur le procureur. Monsieur Pat, vous avez la parole en dernier. Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter? Je vais tout faire pour mes soins, et surtout pour moi. Donc, que ça se reproduise plus. Allez. Attention, vous. Merci. Là-bas, vous avez la buanderie, lave-linge, sèche-linge, la cuisine. Derrière, il y a une salle avec un baby-foot. Cours de promenade là-bas. D'accord. Vas-y. Alors, ce sera votre cellule. Je vous fais signer un état des lieux. Ici, ce qui est très important, c'est les justificatifs. Okay. Ouais. Donc là, vous avez une obligation de soins. Dès que vous allez chez le médecin ou chez quelqu'un qui va vous traiter pour vos soucis d'alcool, etc., vos addictions, bon là, c'est l'ANPA, il faut nous ramener le justificatif. Donc vous leur demandez... Ouais, vous leur dites, voilà, est-ce que je peux avoir la preuve comme quoi je suis venu? Ouais. Ils ont l'habitude, hein, ils nous le font et vous nous le ramenez. D'accord. Donc là, le jugement vous permet de sortir donc de 8h à 18h. Alors je vais... Voilà, donc les lundis, mardis, jeudi et vendredi. Ce qui fait donc le mercredi, vous êtes ici. Ouais, d'accord. Il y a Pôle emploi. Voilà, donc vous verrez monsieur Amarouche. J'ai déjà lu à peu près le papier que j'avais. Voilà, mais bon, vous n'aurez que ça, d'accord? Vous n'aurez pas de sortie le mercredi, il faut le savoir. D'accord.
Qu'est-ce que vous avez compris, vous, de cette obligation qu'on vous dit de venir ici? C'est qu'ils m'ont pris pour un alcoolo. Pour vous, il n'y a que les alcoolos qui viennent Non, à pas que les l'ANPA. alcoolos, mais après, je sais pas, moi, ils ont cru que je buvais tous les jours. Alors que je bois pas tous les jours. Mm. Je sais pas ce que ça va faire de plus. Hein. On verra au fur et à Ouais, mesure. ah oui, on verra bien à la fin, hein, ce que ça va donner. Et quand vous sortez le week-end, c'est jusqu'à combien d'alcool vous pouvez boire? Ouais, je peux pas vous dire. Je sais pas m'arrêter. Quand je commence, c'est fini. Donc après, combien de litres? Vous savez pas? Non. Si lors d'une soirée, vous dites, bon, mais je vais essayer de me fixer une limite, de m'arrêter à... Pas possible. À tant de verres. Ça peut arriver, vous avez mais... essayé pour voir si c'était possible ou... Essayer, là, non. Parce que là, je bois pas pour l'instant. Donc j'ai bu quand j'ai fêté ma semi-liberté. Après, je bois pas. Donc ça me dit purée. Voilà, vous voyez le type d'attestation que je vous ferai à chaque fois. Merci. Vous avez juste marqué votre nom et la date. Oui, au moins, Ouais, ça prouve que je suis bienvenu. Voilà. Toutes mes sorties, il faut que je prouve quelque chose. Donc, Terminus, séisme d'arrêt. Aucun passager ne doit rester à bord. Donc je vous fais signer donc cette feuille de libération, une petite signature ici comme quoi vous êtes bien libéré aujourd'hui, une petite empreinte de votre index gauche s'il vous plaît. C'est super. Oui, c'est ça. Juste ici, appuyez bien, hop. Deux papiers de billets de sortie. C'est à toi ça. Donc ça je vous le donne à la sortie. Ouais. Merci, au revoir. Au revoir. Ciao. Tu pourras me déposer, toi? Je t'attends dehors, alors. Les 10 mois, c'est du sursis. S'il n'y a pas d'incident par rapport à la mesure, il n'y a aucune raison que le sursis tombe. Il n'y a aucune raison. Je me méfie de tout. Non, c'est vous qui allez faire en sorte que la mesure se passe bien. Oui. Et on est d'accord. Au niveau des soins, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis que vous êtes sorti? Je suis allé voir la madame à l'ANPA, là. L'intérêt de rencontrer cette personne, c'est essayer de comprendre à un moment donné qu'est-ce qui fait que vous vous mettez à boire pour éviter que ça se reproduise. C'est que des soirées festives. Uniquement. Ouais. Et alors, chaque fois que vous faites une soirée festive, manque de peau, vous vous faites arrêter. Ouais. C'est pas de chance, quand même. Non. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que ça? Est-ce que c'est que dans ces moments-là? Ben oui, parce qu'après, je ne bois pas dans la semaine. Quand je travaille... Et vous vous rendez compte que ça a une incidence quand même considérable sur tout? Ouais. Puisque c'est pas la première condamnation, que vous avez été incarcéré. 5e récidive. 5e récidive. Et est-ce qu'il y avait Pour déjà... les mêmes faits. Est-ce qu'il y avait déjà des souhaits mis en place? Est-ce qu'il y avait déjà un travail avec l'ANPA? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Pourquoi vous dites que ça sert à rien? Ben, c'est que je sais pas à quoi ils me servent. En tout cas, c'est tout le travail qu'on va essayer de mettre en place là, avec l'aide de l'ANPA,
Et puis parce que la justice, vous devez des comptes, vous devez rendre des comptes, on est d'accord. Et vous devez, en tout cas, nous prouver que vous respectez le cadre qui est imposé aujourd'hui. Hein, d'accord ? Pour vous, le fait de venir ici, les entretiens qu'on a déjà eus, qu'est-ce que ça vous apporte? Je ne vais pas me vexer, vous pouvez le dire. Ben non, je sais rien, c'est ça le pire. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop vers quoi ça va. J'ai fait une cure pendant 8 mois. Donc... La prison, vous l'appelez la cure de 8 mois? Ouais. C'est une cure pour vous? Ouais, c'était une petite cure là. Chaque fois c'est la même. Donc, Bon, qu'est-ce que vous me racontez de plus? Pas grand-chose. Comment vous avez occupé le mois là qui s'est... Fait un peu de ferraille. Vous avez fait de la ferraille? Ça veut dire quoi? Je suis allé chercher un peu de ferraille pour l'amener à la ferraillère. Pour la revendre? Ouais. Il faut récupérer un peu d'argent comme on peut. Système D. Voilà. Au niveau justice, le fait de diminuer vos consommations d'alcool, est-ce qu'il y a des avantages quand même? Non. Vous n'en voyez pas? Non. Je vous ferai faire des examens. C'est pas que je vous crois pas. Si vous les payez. Si je les paye? Ah ouais, je payerai moi. Ah, ça va être difficile. J'ai toutes mes factures à payer, donc là pour l'instant il n'y a pas de sous pour une prise de sang, il n'y a rien, je donne rien. Je donne pas un sou. Sur mon papier, il n'y a pas marqué prise de sang obligatoire. Donc là, celui-là qui veut que je la fasse, il me la paye. Qu'est-ce que c'est marqué sur votre papier? Obligation de soins et obligation de travailler. Il n'y a pas obligation de prise de sang. Mais ils croient que je bois tous les jours, du matin jusqu'au soir. Qui il? La juge, là. Elle croit ça? Elle doit penser ça avec toutes les fois, sauf que... Non. Avec quoi toutes les fois? Avec les 5 récidives, vu qu'il y a tout le temps l'alcool marqué. Donc... Eh oui, ça fait beaucoup. Ouais, mais c'est leur faute aussi. Hein. La première fois, ils avaient quand même me mettre des soins. J'aurais peut-être pas fait la deuxième bêtise à la deuxième fois. Vous pensez qu'il aurait fallu une obligation de soins dès les premières fois? Eh ouais, mais j'en ai jamais eu. Ils m'ont fait pointer, ça fait la 3e fois que je pointe, mais et tout ça, je l'ai jamais eu avant. Donc... D'accord. C'est pas après la bataille. Donc là, on redémarre tout à zéro, on fait une obligation de soins. Voilà. Et ça sert à quoi, ça sert à rien. Alors, dans le cas de mon obligation de soins, je vous ferai des éthylostests régulièrement. Vous aurez aussi un examen urinaire et vous aurez des prises de sang. Je vous garantis rien. Mais s'il me demande de l'argent, c'est clair que vous l'aurez pas. D'accord. D'accord. Donc on va se voir une fois par mois, pendant 2 ans, et il faut que je retrouve quelque chose d'intéressant pour vous. Sinon, ça ne servira à rien. Pour l'instant, moi, ça me sert à que dalle. Oui, oui. Vous pouvez avoir raison, pour certaines personnes, ça peut servir à rien. Bon, c'est la première fois qu'on se voit tous les deux, vous me direz.
êtes stressé? Non, non, non. Alors, ces rendez-vous, comment ça se passe? Ça va. Oui, à part ça va. Comment ça se passe au niveau de... Voilà. Qu'est-ce que vous y amenez, vous? Est-ce que vous trouvez que ça vous permet de parler davantage? Est-ce que vous parlez autant qu'ici ou toujours pareil? Pareil. Pas grand-chose, quoi, en fait. Voilà. En résumé, d'accord. Donc, en fait, vous y allez, vous récupérez votre attestation, ça? Voilà. Voilà. Donc, ça sert à rien. Pour moi, j'en vois pas l'utilité, donc après... Ce qui est dommage, c'est que vous êtes quand même tenu d'y aller. Ouais, donc, autant que ça soit utile. Je respecte, oui, mais utile à quoi? Vous pensez que vous n'en avez pas besoin, vous? Non. Non. Vous ne buvez plus du tout? Non. C'est fini? Je bois de temps en temps, mais plus comme avant. Ah, plus comme avant. C'est jamais pareil. Mais est-ce que vous Et avez... je prends pas le volant, surtout. Ah, voilà. Ça. Donc vous évitez de le prendre quand vous avez bu. C'est comme ça que Je ne le prends pas du tout, mais... Ah, plus du tout. Donc au moins, c'est direct. Il y a comment tenir, sinon, alors, je ne vais pas retourner là-bas. Pas en faire ma vie, la prison. Hein. Non, c'est bien pour ça que vous êtes là, pour essayer. Voilà. Mais c'est aussi pour essayer de comprendre quand même comment ne pas y revenir. Ah ben, je pense sur moi. Voilà, mais ça... Tout seul. Ouais. Donc en fait, quand vous rencontrez Mme Soula Pérez ou le médecin, voilà, il ne se passe rien. Le docteur, ça va pas le faire. On va arrêter là. Il en fait trop. C'est dommage quand même, on est bien d'accord. Ouais, mais bon, je vois pas à quoi il me sert. Quand on est dans le déni, comme vous êtes, c'est difficile effectivement de trouver un angle de travail. Mais il va bien falloir, parce que nous, on va passer pas mal de temps quand même encore ensemble. Hein. Ouais. Donc si vous m'amenez rien, je pense que je vous pousserai dans vos retranchements, parce qu'il ne peut pas rien se passer. C'est pas possible quand même. Mais comment ça? Rien se passer, je vois pas... Je vais pas me mettre à boire pour aller voir l'ANPA. Ah, c'est pas ce que je vous demande, Donc, ça faut. Non, mais je trouve dommage, si vous voulez, que l'espace, en tout cas, qui est obligatoire pour vous, vous n'avez pas trop le choix, à l'ANPA, vous ne l'utilisiez pas comme un lieu de parole. Vous dites ce que vous avez envie de dire, pas forcément. Je suis pas un parleur, donc je parle pas aux gens que je connais pas déjà. Et après, je parle pas beaucoup, même chez moi, je parle pas, donc je vois pas ce que je vais leur dire de plus. Hein. Mais il y a des choses qui vous intéressent à raconter quand même, rien du tout. Rien du tout. De ce que vous vivez, il n'y a rien qui est intéressant. Ah, vous l'avez eu la télé? Ouf. Tu veux ça? Hein? Tu veux ça? Ouais, ah oui, ça sent. Le cannabis. Mais là, c'était pas du cannabis, là, c'est de la bœuf. Ouais, de la bœuf. Oui, des feuilles. Ouais. Ça les calme. À quoi ça sert la tôle? Ça sert pas à ce que vous croyez de toute manière la prison. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils ont trouvé du shit soi-disant dans ma cellule. Je sais même pas si c'est du shit, moi je sais que c'est pas à moi. Je sais que j'ai rien à voir, je sais qu'ils ont fait ça pour me faire chier, je le sais très bien. Après voilà, la bagarre, je sais que j'ai rien fait, c'est un grand, il est venu m'agresser, je l'ai démonté, c'est tout. Il a voulu prendre des coups. Vous l'avez démonté là? Franchement, je l'ai éclaté. Il est venu vers moi, il m'a agressé. La dernière fois, il s'était rien passé. Oh, mais il s'est rien passé. Pour moi, il s'est rien passé. Des bagarres, il y en a tous les jours, monsieur. Mais quand un détenu, il vient pour vous agresser,
pour vous agresser. Soit moi j'y passe, soit lui. C'est quand même bizarre qu'à chaque fois vous êtes la victime. Vous êtes la victime mais et vous croyez que je suis qui? Vous croyez que je suis qui dans la maison d'arrêt, monsieur DJ? Vous croyez que je suis le chef de la maison d'arrêt? Je vous dis simplement que vous êtes toujours la victime. Quel âge vous avez? 20 ans. 20 ans. On résume, ces derniers temps, il y a eu combien de tôles? 4 ans. 4 ans. Vous êtes resté 4 mois dehors, vous revenez ici, et vous ne faites pas l'effort suffisant. Et moi j'aimerais bien savoir à quoi ça a servi cette incarcération. À rien du tout, franchement, à rien du tout. On est d'accord. Rien. D'accord, bon vous revenez quand? Je reviens pas. Moi je reviens pas, même s'il faut faire ma peine entière, je ferai ma peine entière, c'est pas le problème. Mais moi ce que j'ai vu c'est qu'au niveau réinsertion, il n'y a rien du tout. Je demande un aménagement de peine, on me fait galérer à 3 mois de ma sortie. Moi je sais que je vais faire ma peine, je vais sortir vite. Tranquillement. Je vais me réinsérer. Tranquillement. Bien sûr, tranquillement. Avec 2 incidents en 15 jours. Pour moi, ça, c'est pas des incidents du tout. 8 jours avant la perme. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous savez ce que ça veut dire? S'il faut, tout à l'heure, je vais sortir en promenade, je me fais agresser. Ça veut dire, monsieur le juge, surtout, ne me donnez pas la perme. Et surtout, monsieur le juge, je vais assister, je vais faire un 2e incident. Comme ça, je serai sûr de pas avoir de résultat positif au débat contradictoire. Je vais pas vous mentir, moi, la perme, je m'en fous. Bon, puis le débat aussi. Il m'a pas donné. Liberté aussi, vous en foutez. Le débat, il veut pas que je me réinsère, je finirai ma peine. Maintenant, il faut faire comme ça. J'ai trop attendu des choses de la pénitentiaire, j'ai jamais rien obtenu. Une permission de sortie ou un bracelet, ils me l'ont jamais donné. Je vous jure que monsieur, je peux pas être plus calme que ça. C'est un truc de fou, tellement j'ai envie de tout casser là. Monsieur, regardez-moi dans les yeux, s'il vous plaît. Monsieur, je vous jure que je prends sur moi de dingue, de fou. Déjà, je suis rentré pour une affaire, je sais que j'ai rien à voir. Alors déjà, tous les matins, quand je me lève, j'ai une espèce de haine dans moi. C'est trop. Je vais en promenade, je fais ma vie. Il y a une personne, elle est venue de je sais pas d'où. Elle est venue me casser les couilles, m'agresser devant les gens. Je suis obligé de riposter. On est en prison, monsieur. On n'est pas à l'école maternelle. Si je riposte pas, je vais avoir des problèmes. Le souci maintenant, c'est de préparer cette audience. On va te demander pourquoi tu veux un aménagement de peine. Déjà pour faire mon travail d'intérêt généraux et pour sortir de prison, j'ai rien à voir dans cette histoire un peu. Alors voilà, la tête. Alors voilà, je pensais bien que tu allais avoir cette position. C'est la position mauvaise. Tu ne demandes pas à sortir plus tôt parce que tu étais innocent et que tu considères que tu n'as pas resté plus longtemps en prison, d'accord? Tu ne demandes pas à sortir plus tôt parce que tu estimes que c'est ton droit et que tu as droit et que c'est normal de sortir plus tôt, parce que tout ça, c'est des fausses justifications. Tu demandes à sortir plus tôt parce que tu penses qu'il est quand même urgent pour toi de mettre en place ce que tu avais déjà prévu avant. Et qu'ensuite, tu considères qu'une structure d'encadrement, que ce soit semi-liberté, par exemple, puisque c'est ce qui est proposé, est une chose qui permet à la fois de commencer à construire ton avenir, mais dans un cadre, on va dire, protecteur et qui va t'aider, parce que ça te donne un cadre. Tu avais toujours dit que tu avais besoin d'un cadre et d'un suivi. Vous êtes à l'écrou depuis maintenant quasiment 7 mois. Vous pouvez nous dire ce que vous faites en détention? Moi, en détention, monsieur, j'ai écrit plusieurs fois pour aller à l'école. Non, chaque fois qu'on me convoque, c'est pendant les mêmes horaires que le sport. Donc vous préférez le sport à l'école, en fait? C'est votre droit, hein? C'est pas du tout... C'est pas que je préfère le sport à l'école, mais c'est que je sais que mon projet de sortie, je l'ai déjà. Donc je préfère aller courir. Alors je rappelle aussi qu'il y a eu 2 incidents disciplinaires en cours de détention qui font que vous avez eu des retraits de crédit de réduction de peine. Vous les expliquez comment, ces comportements, ces incidents? Il y a eu un incident, monsieur. Et en fait, si vous voulez, la bagarre qui s'est passée, la personne est venue m'agresser. Elle m'a agressé. Si je ne me serais pas défendu, monsieur, eh bien, je serais plein de coups. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche la violence ou quoi. Je ne cherche pas les ennuis. Et l'autre rapport, c'est sur une fouille. Ils ont trouvé quelque chose, mais bon, à mon avis, c'est pour m'embêter. Ils me disent que c'est du shit, mais il n'y avait rien. Mais moi, je ne savais pas que c'était dans la cellule.
Comment ça, c'est pour vous embêter? Parce qu'ils ont trouvé un truc, il n'y a même pas 0,1, même pas 0,01. Non, mais ça veut dire quoi, vous embêter? Ça veut dire qu'on l'a mis pour vous embêter, monsieur Daliva? Pas, pour moi... C'est des choses que je ne peux pas vous laisser dire, monsieur, ça. On me dit que c'est à moi. Même moi, je ne savais pas que c'était dans ma cellule. Je constate quand même, monsieur Daliva, que ça fait la 4e fois que vous êtes écroué et qu'on a l'habitude de voir des détentions plus calmes et plus paisibles que la vôtre, on va dire, à tout le moins. Hein? Alors on en vient maintenant à votre projet. Donc vous faites une demande de semi-liberté. Exposez-nous quelles seraient vos activités, dans quelles conditions vous seriez en semi-liberté. Parce qu'il ressort dans le dossier que dans la mesure où c'est un emploi qui vous est proposé par votre oncle, bon, on se dit, est-ce que c'est vraiment, est-ce que M. Daliva a déjà travaillé pour M. Daliva, l'oncle? Je sais que si je vais en semi-liberté, c'est pour aller travailler, c'est pas pour perdre mon temps. J'ai perdu assez de temps jusqu'à maintenant, monsieur. Et j'ai besoin d'un cadre, monsieur. Et je sais que c'est la chose qui peut me réinsérer comme il faut. Et le travail que j'ai, c'est de la chance. Je vais la saisir, monsieur. Là, j'ai grandi, j'ai fait de la prison, ça fait mûrir au bout d'un moment. Moi, je constate, monsieur, que vous avez fait 30 mois de prison et qu'un mois de paix après, vous êtes retombé, donc vous aviez grandi, mais oui. Après, voilà, je sais que... Et le fait, au bout de 30 mois d'emprisonnement, se trouver dehors d'un coup, et ça fait bizarre, monsieur. On est tout à fait d'accord. Bien. Est-ce qu'il y a des questions à poser aux détenus, à M. Daliva? Non, maître? Bien, dans ce cas-là, on va écouter les avis d'abord de l'administration pénitentiaire, du parquet, ensuite je donnerai la parole à votre conseil. Monsieur Aligier. On revient à cette immaturité qui fait que les personnels sont régulièrement amenés à recadrer Monsieur Daliva. On parlait tout à l'heure d'un besoin d'ordre psychologique, sûrement pas. Il a surtout besoin d'autorité, Monsieur Daliva. Il a besoin que quelqu'un lui dise les choses, que quelqu'un le cadre et qu'il apprenne tout simplement à obéir, parce que c'est le lot commun, hein, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. On a toujours des gens qui sont là pour nous dire de faire ci, de faire ça. On peut le contester tout le temps, mais c'est pas comme ça qu'on va réussir à s'en sortir. Bon, mon avis quand même reste réservé, hein, parce qu'il y a 16 condamnations au casier judiciaire, parce qu'il y a eu une sortie de prison toute récente et que il y a eu, voilà, vous êtes resté dehors pas très longtemps, quoi. Hein. Et que après, c'est surtout une question de choix. Hein. C'est une question de volonté. Et je me pose très sincèrement la question de savoir si vous avez assez de volonté pour vous y tenir à cette mesure de semi-liberté. Après, c'est une prise de risque hein, qui ne tente rien à rien. Alors pourquoi pas. Voilà, merci, Monsieur. Monsieur le procureur. Et moi, je serais plutôt favorable. Et je ne pense pas, contrairement au type, qu'on va sanctionner quelqu'un parce qu'il n'a pas choisi pendant sa détention le travail plus que le sport ou l'école ou inversement. Chacun fait sa détention à la limite comme il veut, si possible sans incident. Alors, est-ce qu'on prend un gros risque? Je ne crois pas. De toute manière, la fin de peine, c'est dans 3 mois. Et c'est peut-être prendre un risque, mais c'est aussi donner à M. Daliva une chance. Il n'en a jamais eu des aménagements. Moi, je crois qu'on peut tenter le coup. Donc, je suis favorable. Bon, David, vous n'avez pas un numéro de mobile hein? Ma copine, elle a un numéro. Si vous voulez, je donnerai le sien. Parce que le mien, je ne le connais pas. Non, moi c'est le vôtre qu'il me faut, et c'est pas celui de votre copine. Hein. C'est vous qui... Là, on part, il faut qu'on parte sur des bases où je puisse vous contacter. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a des obligations dans chacune des mesures, des obligations générales, hein, comme toute personne condamnée. En gros, pour vous simplifier, il faut que vous vous rendiez joignable. C'est-à-dire que si je veux que vous contactez une adresse pour vous envoyer une convocation, il me faut votre adresse. Si par exemple on s'occupait du travail d'intérêt général en priorité, eh bien, il faudrait que je puisse vous contacter si j'avais un poste qui se libérait, etc. De façon à ce qu'on puisse prendre un rendez-vous. Justement, la fille qui est venue avec moi, elle a mon numéro, après je vous le donne. D'accord. Par rapport à votre situation,
Dites-moi ce que vous avez compris. Vous avez combien de mesures? J'ai 3 mesures. J'ai les tiges et j'ai 2 affaires avec 6 mois turcis, dans 12 mois de mise à l'épreuve. 24 mois. 24 mois. De mise à l'épreuve. Donc ça va faire jusqu'en avril 14, ouais. Jusqu'au 2 avril 14. On est bien d'accord avec ça? Je vous présente Monsieur Marcelin, qui s'occupe d'accueillir les personnes condamnées à un travail d'intérêt général. Vous serez sur le domaine public, avec des tenues donc, afférentes au domaine public, donc gilets jaunes, etc., qu'on va vous fournir. Donc là-dessus, je vous demande aussi de respecter un petit peu l'image de la ville. Ce que j'entends par respect de l'image, c'est les gens que vous allez voir dans la rue, des riverains. C'est ça le problème, moi. Pardon? C'est ça le problème. Je veux pas voir des gens dans la rue. Ça, après, le truc, si vous voulez, c'est que nous, au niveau des postes de tige, aujourd'hui, c'est essentiellement sur le domaine public, quoi. On vous met pas un écriteau, je fais un tige, mais vous aurez... Moi, je vous dis la vérité, je me vois pas en train de travailler sur le rond-point de Muret. David, la ville accepte de prendre des personnes qui ont été condamnées à un travail d'intérêt général pour que, justement, ces personnes évitent d'aller en prison. Vous... Bien sûr, vous allez travailler, vous allez donner du temps, vous allez donner vos bras, vous allez donner vos heures. C'est bénévole, vous ne serez pas payé pour ça. Sauf que de vous re-entraîner au travail, à vous lever le matin, ça va vous relancer pour la formation que vous voyez après. Il faut le prendre aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est un re-entraînement. On est déjà le 22, si vous commencez le 3 décembre, le 31, vous avez déjà fini, vous avez réglé ce problème-là. Mettez-moi y. Non, c'est pas moi qui vais vous y mettre. Je veux entendre de votre bouche, moi, David, j'ai un travail d'intérêt général à effectuer, je suis seule devant cette peine, on me propose un accueil, est-ce que je vais le faire ou pas? Moi, j'attends votre réponse. C'est pas moi qui ferai le travail d'intérêt général, David. Bien sûr que ça va être difficile. J'ai la vérité, j'ai pas envie du tout. Je préfère prendre une peine d'incarcération, je m'en fous. Je vais aller... Pourquoi la peine d'incarcération? Parce que j'ai pas d'argent, ça fait mal au cœur de travailler gratuitement. La peine d'incarcération, c'est pas un hôtel. La maison d'arrêt, c'est pas un hôtel. Ça va pas vous donner à manger pour vous donner à manger et attendre que ce soit fini. C'est vous, ce que vous voulez faire de votre vie maintenant. Il faut savoir qu'est-ce qui vous fait courir, David. Oh, c'est un travail des tiges. Il y a quand même 120 heures. C'est un mois, madame. Oui, oui, mais je suis... Voilà, ça, c'est la vraie réalité. Madame, en gros, moi, ça va être dur. Juste un exemple. Je suis patron. Demain, je vous propose du travail. Ça vous intéresse? Vous allez me tenir le même discours, monsieur? Franchement, je ne tiendrai pas le même discours parce que je sais que je suis rémunéré. Ah oui, mais... Attendez. Moi, je me suis pas levé un matin en disant je suis rémunéré, mais je me suis pas levé un matin en disant je vais aller faire des bêtises aujourd'hui. Ouais, mais on n'a pas eu tous le même vécu après, monsieur. Ah, oui, peut-être que vous aurez vécu dans... Vous avez eu moins vécu, peut-être que vous serez incarcéré. Là, on s'égare un petit peu, monsieur David. Juste pour vous donner une petite idée, j'ai 35 ans, je suis né à Muret et j'ai grandi dans les immeubles que vous avez au fond au quartier nord. Vous voyez? Donc à un moment donné, j'ai quand même pris, comme expliquait Madame Vicenne tout à l'heure, et à un moment donné dans sa vie, il faut se poser et prendre le bon virage. Aujourd'hui, je pense qu'elle vous tend la main par rapport à ça. Je clôt le débat. Au revoir, monsieur Marcelin, merci beaucoup. Impeccable. Oui, très bien, merci. Monsieur Dadva, j'attends de vos nouvelles. La chose à laquelle je voudrais que vous compreniez là maintenant, et je ne suis pas tout à fait sûre que vous ayez compris, c'est que la situation, elle est quand même grave. Ah, moi, c'est dur pour moi, madame, grandir. Vous me dites de grandir, je suis à 2 pas de pas récidiver, j'ai pas 1 euro pour manger. Vous me parlez de tige, c'est plus que dur, madame. C'est plus que dur. Mettez-moi à mais je n'ai rien. Vous aurez un dossier comme ça, avec un formulaire horaire, où il y aura... Pardon. Allô? Oui. Oui. Ah, d'accord. Ah,
D'accord. Bonjour, venez. Comment ça se passe en détention là depuis ces quelques semaines qu'on ne s'était pas vu? Ouais, très bien, très bien. Ouais. Très bien. Je crois que il y a eu un problème avec le travail, non? Vous avez un petit problème. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelques yaourts. C'est-à-dire? Ouais, quelques yaourts, voilà, que j'ai pris en cuisine. Parce qu'en fait, ils jettent tellement de trucs là-bas. Ouais. Ils jettent surtout des yaourts, beaucoup de choses, quoi. Et voilà, je vais faire plaisir à un collègue qui lui travaille pas en cuisine, qui a rien, qui a 10 ans. Ouais. J'ai vu plusieurs fois ça se produire, des gens qui ont pris des trucs. Et là, il s'est fait choper avec des dindes, des poulets, des choses inimaginables. Ils font un sac entier rempli de viande hachée, de potatoes et tout. Et ils sont sur revenus, quoi. Bon, j'ai déconné, c'est vrai. Ouais. C'est dommage, parce que bon, j'ai pris un bon rythme. Mais bon, maintenant, voilà, donc, je suis quasiment proche de la sortie, voilà. Et pour l'instant, est-ce qu'il y a une orientation précise qui se dessine? Non, pas vraiment, mais bon, je pense que c'est en train de se faire, quoi. Ça va se faire. Ouais. Parce que... maintenant, il faut que ça se dessine assez vite, parce que la sortie approche. Ah, bien sûr. Si, quand vous sortez, il n'y a toujours rien de précis qui se dessine, qu'est-ce que vous comptez faire finalement? Moi, pas l'emploi pour commencer, des choses comme ça. Ouais. Vous avez une mise à l'épreuve? L'intérim aussi? Non, pas du tout. Pas de mise à l'épreuve? J'avais un sursis, il est tombé. D'accord. Donc vous en avez totalement terminé avec vos obligations de justice? Complètement. Ok, d'accord. Et voilà, quoi, en premier temps... Donc ça ne dépend pas que de vous? Ouais, voilà. En fait, si je vous pose la question, c'est que quand on a une mise à l'épreuve, alors c'est vrai que il y a un aspect contraignant parce que vous êtes obligé d'aller voir le SPIP à l'extérieur, bon, vous avez des obligations à respecter. Il y a aussi un côté positif, c'est-à-dire que quand vous avez besoin de conseils, que vous avez besoin de soutien, il y a une personne qui est là pour vous répondre. Mais là, effectivement, comme vous n'avez pas de mise à l'épreuve, il n'y aura personne. Donc, ce sera à vous de vous prendre en main finalement. Bien sûr. Bon, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de détention et que ça se passe le mieux possible. Et puis surtout, beaucoup de courage à l'extérieur, en espérant que ça se passe bien pour vous. Merci, je ferai en sorte que ça se passe bien. J'espère. Alors, une adresse ici pour le compte. Je vais vous remettre 5,33 €, 10 titres de transport, ticket restaurant. À gauche. Le couteau, vous pouvez en donner une description? Je sais pas, il avait un manche gris, il me semble. Est-ce que sur vous, vous aviez un couteau? Ah non, jamais. Il n'y avait pas de couteau? Jamais. Donc vous Jamais confirmez pas. que c'est bien lui qui a sorti à un moment donné le couteau, qui vous a menacé, et puis oui. après, on connaît à peu près la suite. Oui.
Sûr. D'accord. Je pensais pas qu'il allait perdre autant de sang, quoi, mais moi j'ai fait que me défendre. Me sentant menacé. J'ai vécu pas mal d'années dans la rue, j'ai eu des hauts, des bas, des violences, des choses comme ça. Et je sais quand quelqu'un me menace avec un couteau, il peut tout arriver, quoi. Alors, si je ne l'avais pas désarmé, je ne sais pas ce qui se serait passé. Et moi, je tiens à ma vie. Je ne sais pas qui ce monsieur, je le connaissais du soir même, je ne sais pas de quoi il était capable. Je sais qu'il était alcoolisé, il n'avait pas l'air méchant, franchement, pas du tout. Et quand il m'a dit, maintenant, c'est toi qui vas me donner les 20 €, je me suis senti menacé. Je me suis défendu comme j'ai pu. Zini, il a été condamné à 10 reprises, vous l'avez dit. À chaque fois, les peines prononcées ont été individualisées. Je dirais qu'on a tout essayé avec lui. L'amende, le sursis, la peine d'emprisonnement. Et vous l'avez dit, Madame la Présidente, les 2 dernières sanctions prononcées ont été devant le tribunal de Toulouse. Et à chaque fois, un mandat de dépôt a été prononcé. La détention, ce n'est jamais la meilleure des solutions, mais c'est quelquefois l'ultima ratio, la dernière des solutions. Il est en récidive légale, vous l'avez dit, pour ces faits de violence. Pour les faits de récidive, quand des garanties d'insertion, qui manifestement ne sont pas présentées par M. Zini, quand ces garanties n'existent pas, il y a lieu à appliquer la peine plancher. Ce qu'on appelle la peine plancher, c'est une peine minimale, une peine qui fasse en sorte que l'intéressé ne présente plus de danger pour la société, d'une part, et d'autre part, qu'on puisse prendre le temps de préparer une nouvelle fois, à l'aide des juges de l'application des peines, à l'aide des services pénitentiaires d'insertion et de probation, qu'on puisse tenter quelque chose, voir qu'il y ait une petite lumière au fond du tunnel et préparer une nouvelle réinsertion. Je requiers cette peine plancher à l'encontre de M. Zini, une peine d'1 an d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt. Bien entendu. Monsieur le procureur de la République, vous avez indiqué que pour Fouad Zini, tout avait été essayé. Nous passons de l'amende par le sursis mis à l'épreuve, voire l'emprisonnement. Ben, je crois que tout n'a pas été essayé. En définitive, ce qu'il faut, c'est l'aider, ce garçon. C'est d'arriver à faire en sorte qu'il arrête de se détruire, à la fois physiquement, socialement, individuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité, parce que son casier judiciaire le permettrait, de prononcer un sursis mis à l'épreuve, avec un contrôle d'un juge de l'application des peines, un contrôle effectué par des personnes du SPIP pour s'assurer de ce que celui-ci fait des démarches d'insertion, des démarches positives, avec une obligation de travail, ce qui permettrait également aussi de faire en sorte que ce garçon quitte ce système de oisiveté et puisse être inséré véritablement dans notre société. Alors, Monsieur Zini, après avoir délibéré, le tribunal prononce à votre encontre la peine plancher, à savoir 12 mois d'emprisonnement, dont 6 assortis d'un sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec une obligation de soins, une obligation de travail. Donc, vous aurez à faire immédiatement les 6 mois fermes de cette peine, placés sous le contrôle du juge d'application des peines. Promenade terminée, le 3e réintègre. Comment est-ce que vous en êtes arrivé finalement à commettre les faits qui vous ont amené à être de nouveau condamné? Moi, je cherchais un bout de cannabis, je cherchais un bout de shit. Et à un moment, on arrive dans l'escalier, le mec il me sort son couteau, il me dit « tu me tombes tes 20 €.
Et moi, le réflexe que j'ai eu, comme c'était un escalier, j'ai mis mon pied, je l'ai poussé. Son couteau est tombé, j'ai mis le couteau là. Apparemment, il était en arrière. Bon, moi, je voulais pas, je voulais juste lui faire peur, quoi. Lui montrer, voilà, tu vois ce que tu me fais, ben, ça se retourne contre toi. Et le couteau s'est un petit peu enfoncé, quoi. Et donc finalement, donc vous êtes passé en comparution immédiate. Ouais. Et vous avez été condamné à combien? 1 an, dont 6 mois avec sursis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sévère, pas sévère? Non, c'est pas sévère. C'est pas sévère. Ouais. Vous attendiez à plus que ça? Ouais, beaucoup plus. Et là, j'ai 1 an, dont 6 mois avec sursis et 2 ans d'obligation de soins et obligation de travail. Soit stage, soit formation, soit... À la rigueur, c'est pas plus mal. C'est très bien. Hein, voilà. Ah ouais, ça vous permettra de pouvoir poursuivre votre traitement médical tout en faisant en sorte que la justice garde un œil là-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, une chose qui me semble importante pour vous, M. Zini, c'est que vous sortiez d'ici en ayant soit un emploi, soit une formation. Ah ben. Moi, ça me semble vraiment essentiel. Ouais, mais carrément. Parce que si on fait, comment dire, si on essaye de voir ce qui s'est passé à l'issue de votre précédente incarcération, donc vous êtes sorti, vous le disiez vous-même, vous étiez sans rien. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de formation. Bon, alors, il y avait votre père qui vous prenait beaucoup de temps. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si vous aviez eu une occupation dans la journée, une formation, un emploi, enfin, quelque chose qui vous permette de vous changer les idées et aussi de gagner quand même de l'argent, de ramener un salaire à la maison, est-ce que ça n'aurait pas changé les choses peut-être? Complètement. Travail, monsieur. Lui, il est prêt à l'heure. Je vois pas pourquoi toi, tu l'es pas prêt. Allez, c'est parti, vous pouvez y aller. On a l'impression quand même que en ce moment, votre vie en détention, elle n'est pas simple. Hein. Non, enfin, vous avez un peu de mal à la supporter là. Ouais, il faut faire avec. Hein. Oui, oui. Mais c'est vrai, enfin, moi, vu que je vous suivais sur la précédente incarcération, j'ai toujours tendance à faire la comparaison, vous voyez. Et sur la précédente incarcération, je vous trouvais mieux. J'étais avec un ami en cellule, j'avais réussi à mettre un ami, un copain que je connais. Voilà, il y avait un travail aussi, vous étiez en cuisine, on a l'impression que ça se passait mieux. Là, ça se passe quand même moins bien. Là, c'est vraiment l'enfermement. Je veux dire, c'est H24, je sors pas de matin. Le matin, je sors pas trop, c'est rare que je sorte le matin, je sors l'après-midi, 1 heure. Bon, quand on m'appelle pas à l'infirmerie ou un truc comme ça. Et voilà, on part 1 heure de promenade. Même en promenade, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui je parle. Moi, je suis un peu seul, il n'y a pas beaucoup de monde que je connais. Je veux dire, par rapport à ma précédente incarcération, j'étais aux cuisines, je connaissais du monde. Là, je connais pas grand monde. Quoi. Alors, vu que ça se passe moins bien cette fois-ci, peut-être une raison de plus pour essayer de parvenir. Quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est là, franchement, faut pas que je revienne. Là, on va dire que d'ici 2 mois, un peu plus de 2 mois, vous êtes dehors. Donc ça va quand même passer très très vite. Hein. Donc moi, il me semble quand même important que vous puissiez et au moins essayer de mettre quelque chose en place rapidement. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, bien sûr. Moi, je suis partant. Je veux dire, mettre quelque chose en place, il n'y a pas de problème. Mais... De toute façon, non, je suis prêt à prendre tout. À l'âge que j'ai, je veux dire, je ne vais pas faire le difficile non plus, quoi. Je veux dire. Oui, mais il faut quand même essayer de trouver quelque chose déjà qui vous plaît, dans lequel vous pouvez vous épanouir un minimum, et quelque chose que vous êtes capable de faire. Oui, bien sûr. Ah, bah, après, moi, je me vois toujours dans quelque chose, voilà, je vois quelque chose, un métier, bon, ça bouge assez, parce que moi, je suis quand même quelqu'un, je veux dire, je ne peux pas rester en place, ça c'est clair. Après, je sais pas, bon, voilà, moi, je pense que ça sera dans la plomberie, ou... peintre, un truc comme ça. Quoi, je veux dire. En tout cas, ce sera dans le bâtiment, de toute façon, c'est sûr. Quoi. Tout ce qui touche le bâtiment. Tout ce qui touche le bâtiment, parce que ça bouge, voilà. Alors, bon, quel que soit le projet, de toute façon, il faudra... La vente. Parce que j'ai fait 7 ans de porte-à-porte. D'accord. Et vous savez, le porte-à-porte, c'est la force de vente. Oui. Mais ça, vous m'en avez déjà parlé par le passé. Voilà, vous arrivez chez quelqu'un, vous savez jamais sur qui vous allez tomber. Oui. Pas dire obliger les gens à vous acheter, mais quelque part, c'est un peu, voilà, et tout. Donc moi, je me dis, si on me met dans un magasin à vendre des vêtements, si les gens viennent acheter, je veux dire qu'il n'y a pas de problème, quoi, je veux dire. Voilà, il y a des choses qui vous intéressent dans tous les cas. Après, il faut pouvoir les concrétiser. J'ai 41 ans d'avril, j'ai bien envie de faire quelque chose, quoi.
Je vais pas passer ma vie à rentrer, sortir de prison. C'est quand même la 10e fois ou 9e fois que je suis incarcéré. C'est pas une vie, quoi. Et je vous jure que je vous dis ça, pas ça parce que je suis ici, voilà. Non, mais je comprends bien. Moi, après tout, c'est ma vie, hein. Ouais. Voilà, quoi. Non, moi, franchement, j'ai envie de faire quelque chose, quoi, je veux dire. Mais après avoir fait ce constat, il faut mettre des choses en place pour éviter de revenir. Et ça, c'est quand même compliqué. Merci. Aujourd'hui, Maître Deconne plaide devant la Chambre d'instruction contre donc, le rejet de notre demande de mise en liberté qui a été faite il y a 3 semaines. On ne sait pas, moi je touche du bois, mais on ne sait pas quelle sera la décision de la Chambre d'instruction. J'espère qu'enfin, on ne va pas nous dire que la confrontation n'a pas eu lieu alors qu'elle a eu lieu et que vous êtes une dangereuse personne. Je perds beaucoup là-dedans. Au niveau de ma personne, une partie de ma vie. Au niveau de mes enfants, je pense qu'ils ont été très touchés. La sortie va être dure. Hein. Ouais, ça c'est ouais. certain. Je perds mon boulot, donc il faut que vous fassiez suivre hein, dehors. Faites-vous suivre. Je perds une vie, je perds peut-être un regard de certaines personnes, sachant que la quasi-totalité des personnes m'ont soutenu et savent ce que je suis vraiment, que je suis dans l'incapacité de faire ce genre de choses-là. Mais c'est important d'être reconnu dans ce qu'on est vraiment. C'est une nouvelle vie, pratiquement, qui démarrerait. Chef, tu fais ton pactage, t'es libéré. Je te laisse le temps de la réintégration des promenades. 10 minutes, hein? Ouais. Ok? 20 minutes? Ouais, 20, allez. Vous connaissez Biscotte? Si vous le voyez, c'est de ma part pour lui dire. Il comprendra. Tu envoies la bonjour à tout le monde. Ok. J'ai laissé un truc pour Biscotte. C'est la même marche que pour aller au parloir. Dans ce sens-là, c'est mieux. Eh? Ah oui. On ne doute pas de la sortie, le plus dur c'est de savoir quand. Votre juge d'instruction, Madame Viarde, vous met en liberté sous contrôle judiciaire. D'accord. Donc je vais vous faire signer l'ordonnance. D'accord. Je vais vous expliquer ce que vous devez respecter, vos conditions. Les signatures là. Interdit de rencontrer de quelque façon que ce soit les personnes Florence Donnel et Madame Ney. Absolument. Vous soumettre à des mesures de traitement ou de soins psychiatriques ou psychologiques auprès de la personne de votre choix et justifier de ces soins une fois par mois. Interdiction formelle d'exercer des professions en relation avec des personnes handicapées. D'accord. Si jamais il y a un souci avec ça, elle peut vous remettre en prison directement et révoquer le contrôle judiciaire. Au niveau pointage? Il n'y en a pas.
J'ai pas à pointer. Non. Donc, bague à 3 anneaux, elle est là. La montre, c'est bon. La carte bancaire, c'est bon. La chaîne avec pendentif, c'est bon, c'est bon. Portable, la carte puce est accrochée là. Donc ça, le billet de sortie, je vais vous le donner après. C'est la preuve, il a été libéré officiellement. Allez, allez-y. Au revoir. Non, j'ai pas envie de sortir de ma cellule. J'ai fait qu'une seule promenade et ça m'a suffi de ce que j'ai vu. Ouais. C'était quand vous étiez au quartier Arriva ou quand vous étiez au quartier détenu. Au bout d'un mois et demi, qu'est-ce qui vous a décidé à faire une promenade Voir. J'étais curieux de voir ce que c'était. J'entendais, mais je ne voyais rien, donc... Qu'est-ce que vous entendiez? Comment ils parlaient, ce qu'ils allaient faire. Il y a eu des tentatives Oh, vous entendez, vous avez des fenêtres et puis vous les entendiez parler entre eux. Hein. C'est une bataille pour se faire vengeance. Alors tout est bon, dans n'importe quelle pièce, ça peut se faire. Ils se font tabasser, ils se font racketter, tout. C'est qui règle leur compte à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Mais en permanence. Parce que tu m'as dénoncé, ou parce que t'as pas fait ce que je t'avais demandé, voilà. ou parce que tu t'es fait épingler, donc du coup je me suis épinglé. Tout à fait. Ce qui est faible, il morfle là. D'accord. À moins qu'il ne sorte jamais. Comme vous. Oui, mais bon, moi c'était par manque d'envie de rencontrer ce type de population, donc j'avais pas envie d'aller plus loin. Je le voyais déjà assez suffisamment quand on allait au parloir, donc pas... Et quand on arrive, est-ce que les personnes qui sont dans les cellules alentours savent ce qu'ont fait les personnes qui sont... En théorie, non, mais ils peuvent le savoir par les auxiliaires. Qui, eux, savent et qui donnent ces informations-là. Oui. Ils savent, disons qu'ils s'arrangent pour savoir avec les surveillants de l'étage. Dans quel intérêt? Pour peut-être les manœuvrer. Les manœuvrer? C'est-à-dire? Te servir de ça, je vais te dire ça, alors tu me files 2-3 trucs. D'accord. Voilà. Okay. Et puis après, ces mêmes personnes se font tailler à la promenade. Se font tailler à la promenade? Oui. Tailler avec une lame de rasoir ou tailler... Qu'est-ce que ça veut dire tailler? Oui, couper, ou planter, ou ce que vous voulez. D'accord. Il n'y a pas de contrôle quand vous avez une promenade, donc vous ne fouillez pas pour... Visiblement non. D'accord. En promenade, vous pouvez jeter par les fenêtres qui donnent sur la promenade, vous pouvez jeter ce que vous voulez, hein, et le récupérer en bas. Hein. Vous n'avez pas le profil de quelqu'un qui a une quelconque perversion sexuelle, qui est détraqué, qui saute sur tout ce qui bouge, et encore plus si c'est vulnérable. C'est pas votre profil. C'est pour ça que ça me rend un petit peu furieuse de voir que vous ne vous expliquez pas, mais j'ai bien compris que muré dans votre logique, vous y resteriez, parce que on aurait vraiment besoin de comprendre. Quelle logique? Je décris simplement ce que j'ai vécu, avec mes mots à moi, peut-être maladroitement, certainement, mais c'est ce que j'ai vécu. Si je vous dis que c'est pas convaincant vos explications, monsieur... Moi, je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. C'est la vérité, c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Ou c'est ce que je me suis raconté. Je me raconte rien. Je me raconte rien. Quand vous le vivez, les choses, vous ne pouvez pas raconter ce genre de choses. Parce que c'est plus facile de se raconter des choses comme ça que peut-être réellement ce qui s'est passé.
C'est-à-dire, j'aurais quoi? J'aurais eu quoi? Une pulsion? Je n'ai pas de pulsion, je ne suis pas homme à avoir ce genre de choses-là. Jusque-là, on est d'accord. Mais juste, la question, c'est ce qui s'est passé ce jour-là, c'est pas les autres jours. Les lieux, je veux dire, des choses ça colle pas. Difficiles à expliquer, mais sûrement, monsieur, sûrement. Voilà, donc j'ai fait un mauvais choix. Au lieu d'appeler à l'aide, j'ai préféré essayer de la relever. Voilà ce qui m'en coûte. Il y a des choses dont je ne me rappelle pas avoir dit, mais bon, le problème c'est que j'ai signé. Voilà. Donc le gendarme qui était là m'a dit, de toute façon, pour avoir eu une érection, il faut forcément qu'il y ait eu un désir. Voilà, j'aurais dû simplement dire, ben non. Mais pour moi, c'était... C'était une affirmation venant d'un individu avec une uniforme. C'est ça, et c'est là que je me suis rendu compte après qu'en fait, tac, 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 on construit une réponse. En gros, si vous êtes dans ce système, on ne voit pas pourquoi vous seriez non coupable. Donc vous êtes déjà au départ présumé coupable. On se sent avec un regard différent vis-à-vis des gens que l'on connaît. C'est ça. Il est allé en prison, il est allé... voilà. Et puis bon, on jette le discrédit entre le témoignage de certains amis qui ont eu travaillé avec moi, qui avaient été interrogés, qui m'ont dit, mais t'as présenté comme un bourreau, un boucher, comment dire, une personne ignoble, ignoble. C'est dit, ça meurtrit, ça choque les personnes qui peuvent entendre ça. Donc ce sont des choses, on peut tout dire en fait. Et à nous de démontrer l'inverse. En fait, la prison c'est la même chose. Oui, mais oui, parce qu'on est... On crie sans être entendu, l'écho, il n'y en a pas. On peut crier de toutes les manières, rester droit dans ses bottes, etc. Mais meilleure manière, bon, c'est d'aller au bout. Et on ne peut prendre aucune décision en prison. Parce qu'on est coincé. On est, Même psychique. Même psychique, oui. Même psychique. Je vous avoue que psychiquement, je suis encore là-bas. Il y a une partie de moi. Ça ne peut pas s'évacuer comme ça. Non. Ça détruit une partie d'une vie, ça c'est sûr. Vous dites que vous prenez la main, vous tirez, ou vous essayez de la lever, à ce moment-là, elle vous agrippe au niveau du pantalon. Tout à fait. Et votre pantalon, à ce moment-là, descend. C'est-à-dire que c'est elle qui fait descendre votre pantalon, finalement. C'est pas vous qui le baissez. Tout à fait. À ce moment-là, l'infirmière rentre, elle vous trouve pile au moment, c'est ce que j'ai compris de votre explication, le plus compromettant, et fait une mauvaise interprétation. C'est votre thèse, hein? Absolument. Faites une mauvaise interprétation de ce qui est en train de se passer. Non seulement ce n'est pas une agression sexuelle, mais c'est exactement le contraire. C'est quelqu'un qui est juste en train de mettre fin à quelque chose qui pourrait dégénérer en un rapport sexuel que vous savez déontologiquement incorrect, et qu'il est, ça il n'y a pas de problème, enfin vous n'êtes pas poursuivi pour ça, entre le moniteur sportif et la résidente. Donc vous dites, il se peut qu'à ce moment-là, j'ai eu cette sorte d'érection et d'émission soit de sperme, soit de liquide séminal qui n'en serait pas. Je m'en suis mis dans les mains, et comme ensuite, je me suis rajusté, vous en trouvez sur mon pantalon, comme j'ai rangé le tapis, vous en trouvez sur le tapis, et comme aussi j'ai pensé, par somme délicatesse, à rhabiller Florence Denel, j'ai déroulé sa culotte qui était sur les jambes. À cette occasion, étant poisseux de cette affaire-là, j'en ai mis sur sa culotte. Absolument. Ce qui explique que vous en trouviez sur moi, sur elle, sur le tapis.
Vous ne vous êtes pas rendu compte que vous aviez la main mouillée de sperme? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas senti ça, du sperme, pas du tout. Pas du tout. C'est fou. Je serais allé me laver les mains, je serais allé faire quelque chose sinon. Mais comment est-ce possible, monsieur, de ne pas se rendre compte quand on remet son sexe dans son caleçon, qu'on a du sperme ou un quelconque... J'ai réajusté mon caleçon, j'ai pas remis mon sexe d'abord dans le caleçon. C'est vous qui l'avez dit, monsieur. J'ai réajusté, non, j'avais réajusté mon caleçon et mon pantalon. Et qu'en rajustant mon sexe dans... partout, alors Pardon? C'est donc que vous en aviez partout dans ce cas. Je ne comprends pas. Sur la main. Que sur la main. Et du sperme. Le sperme. Et si c'est pas du sperme? Et du sperme. Si c'est pas... S'il ne remet pas son sexe, on repart toujours à ça. Si c'est pas du sperme. Mais moi j'essaie de comprendre avec ça. C'est la seule chose que j'ai faite. Elle est invraisemblable. C'est pour ça qu'on n'y comprend rien. J'étais pas quand même mouillé au point de sentir que ma main était poisseuse ou des choses comme ça. Sinon, je me serais lavé les mains. Mais alors, dans ce cas, pourquoi retrouve-t-on vos traces ADN un petit peu partout, monsieur? Il faut quand même une certaine matière. C'est pas juste une demi-goutte. Avec une certaine suffisance, vous avez maintenu, envers et contre tout, envers les preuves et les pièces de ce dossier, que non, vous n'y étiez pour rien. Et que c'était elle. Elle vous a pris dans un désir fou, elle vous a dit mon amour. À qui voulez-vous faire croire ça? Au tribunal? Vous avez eu une attirance. Ça peut arriver. Pour quelqu'un dont vous vous occupez. C'est ça qui est terrible. On peut comprendre finalement ce dérapage, mais en même temps on ne le comprend pas parce que vous aviez une autorité sur cette jeune femme, qui est handicapée, qui est une personne vulnérable. Vous avez sans doute dérapé. Peut-être qu'un jour, moi, je déraperai. Tout homme est capable de déraper. Nous avons donc une porte verrouillée. Un homme, les fesses à l'air accroupies entre les cuisses d'une jeune femme handicapée dénudée. Et un homme qui s'est couché sur elle dénudée et s'est frotté à elle. Et nous avons ensuite ce qui a été appelé liquide séminal, ce qui est parfois appelé liquide pré-éjaculatoire, ce que j'appelle sperme. Alors on peut toujours ergoter. On peut toujours dire qu'on est glissé sur une peau de banane et qu'on s'est retrouvé entre les cuisses d'une jeune femme majeure handicapée. Mais les éléments objectifs du dossier, ceux-là, on ne peut pas y échapper. Mais ce dont on est certain, c'est que Madame Ney, lorsqu'elle arrive, il n'y a tellement pas d'équivoque pour elle, que lorsque les gendarmes lui demandent ce qu'elle pense des faits, elle ne dit pas si elle pense qu'il l'a fait ou pas. À la fin de son audition, elle dit « Je ne sais pas si c'est la première fois ou s'il a déjà fait ça avant ». Il n'y a pas d'incertitude dans l'esprit de Madame Ney. Lorsque l'on dit « Je ne l'aurais jamais mise enceinte parce que je n'aurais jamais eu de rapport non protégé avec elle, c'était juste des caresses », quel est le doute? Quel est le doute vu la situation dans laquelle il est trouvé? On ne peut pas dire que monsieur n'aurait pas été attiré sexuellement par cette femme. Ça peut paraître invraisemblable pour une personne qui n'a pas de perversion sexuelle ou de déviance quelconque. Et pourtant, lorsque le sexe guide une personne, il n'y a plus de bon sens. Lui s'est enfermé à double tour avec elle. Cela signifie donc que ce monsieur a commis les faits en parfaite conscience. Il n'a aucune circonstance atténuante. Et bien sûr qu'il ne peut pas le reconnaître. Imaginez-vous, il a une vie, il a une compagne qu'il aime sans aucun doute et qu'il l'aime également. Il a des enfants. Vous pensez qu'il va aller avouer avoir agressé sexuellement une majeure handicapée? J'en viens à la peine. La peine répond à plusieurs objectifs. D'abord, la peine vient punir. En l'espèce, elle vient punir une infraction grave. Le deuxième objectif de la peine, c'est la prévention. C'est prévenir le risque de récidive. Quand on a une personne qui vient nous dire « C'est vrai, j'ai fauté, j'aurais jamais dû faire ça. J'ai commis une grave faute, je m'en excuse. Jamais je recommencerai parce que j'ai compris pourquoi j'ai fait ça et j'en suis vraiment désolée. » Là, on peut envisager que peut-être ce monsieur aura compris et qu'il ne récidivera pas.
Mais avec ce monsieur qui nous dit des choses invraisemblables, comment peut-on être certain qu'il ne va pas recommencer? Eh bien moi, pour ma part, je n'en ai aucune certitude. Et moi, mon rôle, comme je vous l'indiquais, c'est de protéger la société. Je vous demande, Monsieur le Président, Messieurs, Madame, de condamner Monsieur Slevtsov à une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme, un mandat de dépôt et surtout une interdiction définitive d'exercer son activité professionnelle, celle pour laquelle l'infraction a eu lieu. Argument admirable de l'accusation, si on l'a mis en détention, c'est qu'il est coupable, hein, en détention provisoire. Parce qu'un juge d'instruction, un juge des libertés, un procureur, après la chambre de l'instruction des hauts magistrats, tous ceux qui ont été mis un jour en détention provisoire sont coupables. C'est bien connu, c'est pas la peine d'en discuter, on se demande d'ailleurs ce qu'on fait ici. C'était pour le faire avouer. C'est le rapport de force de la justice et du justiciable. Tu ne veux pas admettre, tu ne veux pas accepter, mais on te met d'abord 6 mois en prison. Et après, comme tu n'as toujours pas accepté, admis, avoué, quand tu passes devant le tribunal, on va te mettre 3 ans avec mandat de dépôt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit et qui tue? Il a dit « excuse-moi ». Alors, à partir de ce moment-là, on se dit, on vous dit. Il s'est excusé, c'est donc qu'il a fait quelque chose de mal. Et la chose mal qu'il a faite, c'était nécessairement une agression sexuelle. L'excuse-moi l'accuse. Qu'est-ce qu'elle interprète, Madame Ney? Elle a l'impression qu'il va caresser Florence quand elle arrive. C'est une interprétation parce qu'elle ne voit rien. Elle ne voit pas de geste sexuel. Et dans cette vision immédiate, elle arrive à la conclusion qu'il va se passer quelque chose. Mais l'accusation, c'est pas ça. L'accusation, c'est il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé quelque chose parce que on a les traces dites de sperme. Une éjaculation, c'est une émission de liquide assez conséquente. Je suis désolé de devoir parler de ces choses-là, mais bon, si on éjacule, alors il y a peut-être des physiologies très variables, mais ça crée plutôt une inondation qu'une constellation. Or, on n'a pas retrouvé les traces de cette inondation. On a retrouvé une petite constellation, mais assez limitée. 4, 5, 7 peut-être points de prélèvement, même pas. Alors, je crois que ce n'est pas une éjaculation. Mais, au bout du compte, on vient vous dire, j'ai une intime conviction, je sais ce qui s'est passé, il s'est enfermé avec elle, il avait un désir terrible. Et, pensant ne pas être pris, il s'est occupé de satisfaire ses instincts. Ça, c'est pas invraisemblable. Alors, est-ce que vous pouvez condamner? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est inconcevable. Je ne dis pas seulement il y a un doute énorme, mais le scénario même n'est pas concevable. Alors, dans ces conditions, bien sûr, vous relaxerez M. Serchoff. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Monsieur Serchoff, venez à la barre, je vous prie. Monsieur Serchoff, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits d'agression sexuelle aggravée dans les termes de la prévention. Et en répression, il vous condamne à la peine de 4 ans d'emprisonnement. Il prononce votre inscription au fichier spécifique dit FIGES et vous fait interdiction définitive d'exercer l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Vous avez 10 jours pour faire appel de cette décision si vous n'en êtes pas satisfait à partir de demain. L'audience est levée.